Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche du blog Les Guerriers Pacifiques et aujourd'hui justement je suis avec un guerrier pacifique, je suis avec Jean-Paul Bessonneau qui est coach et consultant en ressources humaines et organisation et qui va nous parler de coaching et de karaté. Alors déjà, en quelques mots, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton parcours, bien sûr. Voilà, d'où tu es parti, où tu es aujourd'hui. Où je suis arrivé. Donc j'ai un parcours de 31 ans dans l'automobile, dans l'industrie. Tour à tour, j'ai effectué pas mal de postes, enfin j'ai réalisé pas mal de missions dans des postes très variés, dans l'innovation, l'ingénierie, les RH et puis le consulting en interne. Et j'ai notamment été donc 12 ans comme opérationnel auprès de dirigeants et de cadres, ce qui m'a d'ailleurs amené à vraiment apprécier et à me passionner pour l'accompagnement des hommes et des organisations. Parallèlement à ça, j'ai depuis 38 ans une activité assidue au niveau du karaté, où donc beaucoup de pratiques et de l'enseignement depuis 20 ans. Donc, ce qui m'a amené aujourd'hui à la fois créer, je me suis vraiment formé au coaching, à proposer une prestation de conseil RH puisque j'ai pas mal d'expérience à ce niveau, mais aussi de créer une troisième activité un peu née de l'hybridation avec le coaching et le karaté qui s'appelle donc le karaté coaching. Pour être précis, le karaté do coaching, puisque le karaté on a usage d'appeler ça le karaté, mais on parle de judo, d'aïkido, et karaté voulant dire main vide. En fait, do c'est la voix, c'est l'art de la main vide. Le coaching, finalement, c'est par définition savoir aider l'autre à arriver à atteindre ses objectifs, à changer, hein, vers un mieux-être, vers un mieux souhaité par le coaché, comme on dit. Le karaté va finalement aider à mettre ça en mouvement, c'est-à-dire que si j'ai une appréhension, si finalement devant l'initiative, je suis quelqu'un dans la vie d'un peu immobile, le karaté va m'aider à gérer le mouvement, à avancer, à reculer, à aller sur le côté. Déjà rien que ça, c'est un premier aspect très positif du karaté. L'autre aspect, c'est tout ce qui est lié à la confiance. Et quelque part à la gestion du stress, c'est-à-dire que finalement si je maîtrise mieux mon contact avec mon partenaire dans le cas d'un travail par deux au karaté, j'accepte le coup parce que finalement il faut savoir prendre des coups dans la vie, donc j'accepte le coup, finalement ça fait pas si mal que je pensais, bon, j'arrive à le gérer. Petit à petit, j'arrive même à ne pas en prendre de coups, puisque j'arrive à échapper, à esquiver, à bloquer, à contre-attaquer. Et toute cette philosophie, finalement, dans la vie, sert, puisque prendre des coups dans la vie, si on n'a pas l'habitude d'en prendre, ben, on s'écroule un peu, on a du mal à rebondir. Karaté, on prend des coups, on rebondit, mais c'est ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on s'occupe de ce qui nous occupe aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent, et pas de ce qui vient d'arriver et de ce qui va arriver demain. Ça aussi, c'est une dimension de l'art martial qui est très utile dans la vie de tous les jours. Alors, changement de décor, nous avons été interrompus, donc nous recommençons. Alors, Jean-Paul, du coup, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu les valeurs, l'état d'esprit, les qualités que tu enseignes via le karaté qui sont essentielles selon toi? Finalement, on reprend le code moral de ce qu'avait le guerrier à l'essence de l'art martial, hein, c'est-à-dire le code moral presque du samouraï, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire, pour moi, je reprends surtout tout ce qui est lié au respect. Alors, respect de sa personne, évidemment, et respecter, évidemment, l'autre, ce qui revient à la gestion de soi et de l'autre, hein, avec l'autre. Tout ce qui est lié à l'humilité, savoir être humble en toute chose, et c'est aussi une valeur fondamentale qui est très compliquée aussi à développer. Le contrôle de soi, la bienveillance,
Le courage, il en faut aussi dans la vie de tous les jours, professionnellement surtout, pour affronter des changements, pour affronter des changements qui se traduisent soit par un nouveau management, soit par un changement d'organisation, soit par de nouvelles manières de travailler, des nouveaux locaux, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc pour moi, ce sont les 5 valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans l'approche que je donne effectivement sous forme de karaté coach. Tu disais tout à l'heure, pendant des années RH, oui. Et donc tu as été témoin de beaucoup de souffrance au travail. Oui, tout à fait. Et j'imagine que tu as été aussi témoin peut-être de problèmes de management. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler de burn-out suite à un mauvais management. Toi, aujourd'hui, du coup, de ton expérience de RH et puis d'enseignant en karaté, selon toi, quelles sont les qualités, les attitudes qu'un manager devrait développer, quel état d'esprit, façon d'être et de faire devrait développer pour peut-être développer un management plus bienveillant en entreprise? Aujourd'hui, la référence dit que le guerrier d'antan avait finalement une attitude telle qu'en toute situation importante pour lui, il agissait comme si sa vie était en jeu. C'était sa première qualité, sa première compétence. J'agis comme si ma vie en dépendait. Ça, c'est le premier élément. Ce qui veut dire qu'en termes de compétences, ça développait chez ces guerriers une puissance d'action, une détermination sans faille, jusqu'à temps que l'objectif soit atteint. Aujourd'hui, avant donc de parler de bienveillance, il faut se rappeler ça et dire que la puissance de l'enseignement de l'art martial, je dis volontairement l'art martial parce qu'il n'y a pas que le karaté dans l'art martial. Moi, il se trouve que je propose le karaté, c'est un média comme un autre. Mais la puissance de cet art martial, c'est déjà d'éduquer le manager, qui que ce soit, comme ça. C'est-à-dire, je développe, par rapport à un objectif que je me suis fixé, une force sans faille, une détermination sans faille, et je vais au bout. Ça, c'est vraiment la première des qualités du manager. Après, sur la partie, je dirais, que moi j'appellerais l'agilité, parce qu'en rappelons ce que veut dire karaté, do, l'art de la main vide, ça peut avoir 2 significations, enfin, ça peut être traduit de 2 manières. La première, c'est de dire j'ai pas de mauvaises intentions, je suis là pour aider l'autre, pas pour autre chose. Et la deuxième traduction que moi j'aime bien, c'est de dire je suis capable d'agir avec une économie de moyens et d'énergie. C'est ça que ça veut dire aussi. Main vide, j'ai pas d'armes à feu, j'ai pas d'armes blanches, j'ai rien. Je suis capable d'agir avec une économie de moyens et une économie d'énergie. Et donc c'est une valeur aussi qu'il faut arriver en tant que manager, je la rapproche, si vous voulez, à quelque chose d'important qui est de dire, par exemple aujourd'hui, j'ai un objectif, je veux être parfait et je veux que ce soit à 100% parfait demain ou après-demain. L'idée là, c'est de dire... de mettre la pression. De mettre la pression par rapport à tout ça. L'idée là, c'est de dire finalement, un objectif atteint à 60% tout de suite, c'est mieux qu'un objectif atteint à 100% après-demain ou au-delà du délai. Donc je pense qu'il faut s'habituer aussi avec savoir avoir ce qu'on appelle l'acte juste dans l'art martial, c'est-à-dire dire finalement je fais ce qui est nécessaire et suffisant. Et je dois être capable, moi aussi, en tant que collaborateur, manager de manager, mais dépendant moi-même d'un autre manager, d'expliquer ça, de savoir relativiser l'urgence, de savoir relativiser les priorités, gérer les priorités. Aujourd'hui, si je sais pertinemment, parce que j'ai repéré mon environnement de travail, mes équipes, le niveau de charge que j'ai dans l'équipe, etc., je suis capable aussi, je dois être capable aussi de dire cet objectif-là, chef, je ne l'attendrai pas comme tu me le demandes et d'avoir la force, le courage d'aller argumenter, savoir expliquer. C'est-à-dire reconnaître les limites. Reconnaître les limites, tout à fait. Si on s'arrête juste à la première partie, c'est-à-dire avoir une détermination sans faille, il faut absolument que l'objectif soit atteint, tout à fait. On peut interpréter ça comme je dois mettre tous les moyens possibles pour atteindre mon objectif, quelles que soient les conséquences. Et alors, c'est pas du tout ce que tu dis. C'est justement la difficulté de résumer la force de l'art martial en quelques mots. C'est que c'est fait aussi de paradoxalité. Il faut développer une détermination,
de façon juste. Mais il ne faut pas foncer la tête dans le mur. Oui. Donc je voudrais citer 3 principes, et ces 3 principes sont largement inspirés de ce que j'ai lu, et je vais citer son nom, c'est Jean-Marc Ortega, qui finalement dit la chose suivante. En fait, l'art martial, on va l'appuyer sur l'art de la stratégie. Et ce qui est important, c'est effectivement cette philosophie de la stratégie qui dit quoi? Qui dit qu'on peut s'appuyer sur d'abord une volonté d'action. Je rejoins la détermination sans faille. Karaté, on va développer une volonté. J'ai la volonté, la détermination sans faille d'aboutir. Ça, c'est le premier. Le mental. Le mental, développer le mental. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le principe de liberté. Moi, j'appelle ça beaucoup le principe d'agilité. C'est que on va tout faire pour promouvoir sa liberté d'action. J'aime bien aborder la notion d'axe de liberté, c'est-à-dire que par exemple, je parle de déplacement, si je suis capable toujours d'avancer, je dois être capable de temps en temps de reculer. Si je suis capable d'aller toujours comme ça, je dirais dans un axe unique, je dois être aussi capable d'esquiver à 45, 90, de faire demi-tour, etc. Tout ça, ça relève de la liberté d'action. De l'agilité. Flexibilité, souplesse, s'adapter. Et donc, même si j'ai construit un objectif et que je veux atteindre sans faille, si je me rends compte en avançant que cet objectif comporte des risques, je dois être capable de m'adapter. Des risques, du coup, là, comme on parle de management, des risques pour les personnes de mon équipe. Pour les personnes de mon équipe. Ça veut dire être à la fois conscient, tu disais, de soi, de ses limites, de respecter ses objectifs à soi, mais en étant aussi conscient de son environnement, comme disait Jean-Claude Van Damme, pour faire un peu d'humour, je suis aware. Voilà, être aware. Je dois être capable de développer, et c'est pour ça que la PNL est très proche, de mes sens et d'observer et de calibrer l'état effectivement de l'environnement, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit mes chefs, que ce soit les gens avec qui je vais construire un projet, etc. Bon. Ça, c'est le deuxième principe de liberté d'action. Mais le troisième principe, qui est quasiment sans celui-là, on ne fait rien, c'est le principe, alors, appelé de mémoire principe d'efficacité. Alors évidemment, comme ça ne veut rien dire, mais ça veut dire le principe d'économie des efforts. C'est-à-dire que pour être sûr d'atteindre mon objectif, je dois être déjà capable de définir un objectif atteignable. En coaching, on va appeler ça le SMART. Voilà, donc c'est important de bien avoir ces 3 principes en tête pour pouvoir avancer. Donc je répète, volonté d'action, liberté d'action, efficacité, c'est-à-dire savoir définir un objectif, reconnaître l'environnement. Et quand on conduit des projets en entreprise, c'est très important ce principe d'efficacité, parce que finalement, quand vous êtes à la tête d'un projet et qu'on vous donne un objectif, voilà, je veux mettre en place tel gain sur tel projet ou tel niveau de qualité sur tel projet, c'est très important de savoir éclater cet objectif en sous-objectifs et de savoir lesquels sont atteignables d'abord, qu'est-ce qui est bon finalement de montrer d'abord en termes de résultats, qu'est-ce qui va emmener plus de gens, enfin il y a tout un tas de choses qu'il faut regarder. Quand vous êtes en combat, vous avez, comme je reprends le aware de Van Damme, c'est important d'avoir cette clairvoyance de tout l'environnement. Bien souvent, ce que j'ai entendu par exemple, c'est dire ouais mais alors le karaté, il faut pratiquer, pour faire du karaté, il faut déjà avoir un niveau de pratique. Là, ce que je propose, c'est à partir de techniques très simples, des blocages très simples, si on parle d'attaque, sachant qu'on commence d'abord toujours par se défendre plutôt que d'attaquer l'autre, mais si je parle d'attaque, ça sera des attaques très très simples. Puis l'idée en fait, plus que d'enseigner le karaté, de ce que je comprends en entreprise, c'est plus de faire comprendre par le corps la philosophie du karaté dans le management. C'est tout à fait ça. Le lien qu'on va finalement vraiment, privilégier à force de travail comme ça, c'est le lien corps-esprit. Alors en art martial, on parle beaucoup d'union corps-esprit. Voilà. Si tu devais décrire le manager idéal, par exemple, finalement, pour moi, le manager pacifique, le manager qui sait utiliser ses valeurs et ses principes, c'est quelqu'un qui va devenir performant, non pas dans l'art martial, mais dans l'art de rétablir la paix en lui et autour de lui, et cette paix qui autorisera ensuite l'efficacité. Parce que finalement, moi je me suis rendu compte de ça, et là j'oublie le karaté, mais je me suis rendu compte de ça en tant que chef de projet. Finalement, je gagnais beaucoup plus de points de progrès dans le projet en étant rassembleur, dédramatiseur,
ou encore, je sais pas moi... motivateur aussi. Oui, enfin, mais en tout cas, j'étais plus à chercher, à fédérer les gens et à ce qu'ils se sentent bien ensemble. On gagnait plus d'efficacité en faisant ça qu'en essayant d'avancer, en tenant pas compte de tout ça. Donc je pense que vraiment, la paix et l'harmonie dans son travail au quotidien, c'est vraiment d'être capable de véhiculer ça au quotidien, c'est vraiment la première pour moi des valeurs à enseigner aux managers. Donc ça veut dire cultiver en tant que manager, cultiver un certain calme, oui. Une certaine tranquillité. On parle de sérénité, de contrôle de soi, de maîtrise de soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais du coup, ces qualités-là vont faire de ces personnes-là des managers leaders. Tout à fait. Du coup, tout à fait, parce qu'ils exprimeront justement cette force certains l'appellent une force d'âme, mais moi je dirais que c'est une force de présence, qu'ils sont présents, ils sont là, et ils n'ont pas toujours besoin de parler, mais le fait qu'ils soient là et qu'ils, visiblement, ne soient pas trop touchés par l'inquiétude ambiante, la panique ambiante, le stress ambiant. Le fait qu'ils ne soient pas touchés, finalement, va rassurer les gens qui sont derrière, qui sont avec. Je pense qu'effectivement, le manager pacifique, il a, encore une fois, cette puissance d'action dans les faits, parce qu'il n'est pas là en train de rétablir la paix. Voilà, il est là aussi, il travaille, mais il travaille avec acharnement, il montre qu'il est présent, il trouve des solutions quand il y a des blocages ou des conflits, et il arrive à avancer malgré tous ces terrains mouvants. À l'époque, le guerrier agissait comme si sa vie était en jeu, et donc il était plutôt là pour finalement rester en vie. Aujourd'hui, le manager, le guerrier pacifique, il est plutôt là pour mettre toute sa puissance d'action à protéger son bien-être et celui des autres.